Aujourd'hui, on reçoit Hélène Louane. Hélène est VP des ressources humaines chez Equiden, qui est un groupe international de conseil en transformation d'entreprise. On va parler de son parcours inspirant, on va parler des profils atypiques, on va évoquer les méthodes de recrutement dans un marché en pénurie, on va parler du travail ingrat, et oui, ingrat du manager et voir comment faire pour que ce soit moins ingrat. On va parler de la culture d'entreprise, on va parler des divas, on va aborder plein de sujets passionnants, il y a plein de pépites dans cet épisode, et en particulier, à la fin, Hélène va nous partager ses meilleurs outils de manager que je valide à 100%. Je te laisse écouter notre conversation. Bonjour Hélène. Bonjour. Comment vas-tu ? Écoute, je vais bien, merci. Et toi ? Ouais, très très bien. Je suis super content de t'accueillir aujourd'hui sur le podcast parce que tu vois, c'est pas moi qui prépare les interviews. T'as discuté un petit peu avec Adélie et j'ai vraiment bien aimé ce qu'elle m'en a dit pour l'instant. Bon, elle m'a pas tout dit, mais en particulier, j'ai beaucoup aimé le message que tu as envie de transmettre aux gens en étant dans le podcast, puis certainement le message que tu transmets dans le cadre de ton boulot. Mais avant de parler de ton message, est-ce que tu peux nous dire en gros ce que tu fais dans la vie? Ouais, bien sûr. Donc, je suis Hélène, j'ai 30 ans et je suis responsable du département des ressources humaines pour Equiden, qui est un groupe de conseil européen en transformation digitale et industrielle. Voilà. Génial. Et après, je m'occupe principalement des activités de recrutement et puis après de tout ce qui est expérience, que ce soit candidat ou salarié au sein d'Equiden, et c'est assez passionnant. Et je crois que ton message, justement, il a quelque chose à voir avec cet environnement, ou en tout cas l'expérience que tu veux que les... D'ailleurs, je note que tu as utilisé le terme expérience, et on avait fait un podcast là-dessus où justement on avait eu un intervenant qui nous avait parlé de l'expérience employée, en faisant un parallèle avec l'expérience client qu'on peut avoir en marketing. Et lui disait, dans une boîte, c'est pareil, il faut que les employés aient une expérience intéressante. Alors, ton grand message dans la vie professionnelle, qu'est-ce que c'est ? Moi, je fais en sorte, en tout cas pour moi, et j'essaie de le transmettre à mes équipes, de leur donner le courage d'oser, de faire de leur journée, de leur travail, de leur vie, et idéalement du coup de leur environnement de travail aussi, un terrain de jeu qui va leur ressembler et dans lequel ils vont pouvoir s'exprimer et s'épanouir. Ok, on va développer ça parce que c'est génial comme message, mais après, comment on fait ? C'est ça qui va nous intéresser. Mais avant, ce qui m'intéresserait de savoir, c'est en fait, ça vient d'où en fait cette idée-là, cette volonté-là ? C'est dû, alors je sais pas, à une expérience particulière, professionnelle que tu as eue. Ça vient de tes rencontres, de ton enfance. Je sais pas. Je suis toujours, j'ai toujours envie de savoir en fait d'où ça vient en fait cette volonté de transmettre ce message. Je vais peut-être te faire une réponse un peu longue. Je pense que déjà pour en être là, et forcément j'ai passé des étapes dans ma vie qui m'ont emmené à penser comme ça. Mais j'ai pas eu un parcours académique non plus, tu vois, grandes écoles, tout ça. J'ai fait un IAE. J'ai eu la chance de faire enfin, comme tout le monde, si tu veux, après le bac, je savais pas trop ce que j'allais faire. Je suis partie en Erasmus à Hambourg pour finir ma licence de droit. Finalement, c'est un peu là que j'ai commencé à m'ouvrir à mon mode extérieur, à trouver ce que j'ai vraiment envie de faire. J'ai fait un IAE franco-allemand qui m'a permis de faire un master en affaires internationales, de rencontrer énormément de gens avec des cultures différentes. Et en fait, j'ai commencé ma carrière dans un secteur qui avait rien à voir avec ce que j'avais étudié. Ça a été assez, j'allais dire, opportuniste. Ouais. Et j'ai commencé donc dans l'hôtellerie où je travaillais pour la chaîne d'hôtels Premier Inn, qui est la plus grosse chaîne d'hôtels anglaise qui s'implémentait à l'époque sur le marché allemand. Et du coup, il y avait pas d'hôtel. Et moi, je suis arrivée là, j'ai eu la chance de rencontrer Nathalie, qui était à l'époque la DRH du groupe, et qui m'a proposé de venir l'aider à monter ça. Donc, on est passé en 3 ans de 0 à 33 hôtels. Ok.
Donc Donc voilà, ça fait combien de personnes en fait? 33 hôtels, ça doit être. 33 hôtels. En plus, il y a eu une acquisition d'un autre groupe hôtelier à cette époque-là. Donc, il y a eu différents aspects des RH qui ont été touchés à ce moment-là. Mais ça représente un peu plus de 1500 personnes, hein. Donc, Ouais, 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 c'est assez gros. quelques enjeux certainement. Ouais, c'est clair. Et après, bah, ouais, j'ai appris sur le tas. J'étais française, j'étais une jeune femme, sachant qu'en Allemagne, bah, c'est vrai qu'on commence à rentrer dans le marché du travail un peu plus tard. On prend son Ouais, temps, on fait des expériences. Donc, c'est peut-être cette mentalité-là aussi qui m'a influencée. Moi, j'ai commencé dans le monde du travail, j'ai fini mon master, j'avais 22 ans, donc tu ouais, vois, j'étais super jeune. Et en plus de ça, j'étais dans un environnement où il n'y avait pas besoin de parler français, donc j'étais d'égal à égal avec des personnes qui étaient natifs. ouais. Donc beaucoup de challenges. Il a fallu toujours se battre pour montrer qu'on est légitime et qu'on a sa place. Donc je pense que c'est peut-être de là aussi que j'ai tiré ma force. Et puis après, ben j'ai eu mon expérience aussi. J'ai vécu 7 ans en Allemagne. Finalement, j'y suis restée assez longtemps. Ça finit par me plaire. Parce qu'au début, c'était pas tout à fait ça. D'accord. Bah, il faut s'adapter, tu vois, à ton environnement, à des nouvelles cultures. C'est pas les mêmes codes, c'est pas les mêmes codes en entreprise. Tu Ouais. travailles pas du tout de la même manière. Moi, j'ai une petite expérience avec l'Allemagne, mais pas directe. C'est que moi, j'ai une autre activité où j'ai mon entreprise, tout ça. On travaille pas mal avec des Allemands. Mm. Et un de mes directeurs, d'ailleurs, a fait ses études, comme toi, il a fait son stage d'études en Allemagne. Et il disait que, enfin, un des trucs qu'il dit, alors il est en apprentissage, comme beaucoup de gens en Allemagne, et il dit, il y a l'aspect hiérarchie est extrêmement important là-bas. C'est clair. Et tes stagiaires, on t'apprend des trucs, mais voilà, tu dois obéir. Enfin, Ouais. c'est ultra marqué comme hiérarchie. Enfin, lui, il a trouvé ça bien en fait. Hein. Au début, Bah, il en a fait, trouvé. c'est très compartimenté et ce que je trouve pas mal, c'est que en fait, c'est un peu le chaque chose en son temps, si tu veux. Ouais, C'est, c'est ça. t'es stagiaire, t'apprends à être stagiaire, tu fais des tâches de stagiaire et Tu une fois fermes que un t'as peu ta prouvé, bouche. voilà, Voilà. une fois que t'as prouvé, tu passes à l'étape d'après. C'est un Ouais. truc qui est un peu plus difficile. Là, tu vois, dans mes fonctions actuelles, où on est dans des environnements beaucoup plus ouverts, beaucoup plus, ce qui est aussi très bien, hein, le côté Mm. bac à sable. Tu vois, moi j'aime bien que les gens puissent s'exprimer. Et moi, Mm. c'est un peu quelque chose qui m'a frustrée aussi dans ma vie. Parfois, j'avais des idées, je voyais des choses qui fonctionnaient pas, j'avais envie de proposer des solutions. Et en fait, j'étais pas en Allemagne. C'est vrai, souvent on me disait, bah, c'est pas trop ton rôle, c'est pas trop à ta place. Donc tu gardes ça pour toi et puis du coup t'es pas dans l'environnement qui te permet de, de, de d'exprimer le potentiel que tu peux avoir, tes idées. Et moi, c'est quelque chose que j'essaie de pas reproduire, en tout cas ici, chez Equiden. Et ça a ses avantages et ses inconvénients, Ouais, ouais. évidemment, puisque du coup, bah, les hiérarchies sont flattes. Plus t'as de moyens de t'exprimer, plus tu t'exprimes, et donc tu dois de plus en plus gérer les communications, les interactions entre les gens. Tout le monde n'est pas d'accord, et donc tu gères la com. C'est un gros sujet. Alors c'est vrai que moi, il y a un conseil que je donne souvent quand quelqu'un démarre dans un poste. Je sais pas si tu seras d'accord avec moi. Hein. Je dis souvent pendant alors moi j'ai les 90 premiers jours. Après, ça peut être 60, ça peut être 30, ça peut être plus. Mais c'est de pas trop vite passer à l'action et de pas trop vite, surtout quand tu reprends une équipe, de pas trop vite exprimer tes idées en disant non mais ça va pas, il faudra le changer, non mais pourquoi enfin pas pourquoi vous faites comme ça d'ailleurs, non on ne devrait pas faire comme ça, etc. Parce que j'ai quand même remarqué qu'entre ta première impression et puis 90 jours après, il y a beaucoup de choses qui évoluent. Et donc moi ce que je conseille en général aux gens qui rentrent dans une boîte, c'est t'as beau avoir plein d'idées, tu les notes au fur et à mesure. Et puis, au bout de peut-être 90 jours, l'idéalement, ce serait 90 jours si tu as le temps si tu peux attendre jusque-là. Et en général, moi, ce que j'ai remarqué, c'est que les gens, ils ont noté plein de trucs. Et au bout de 90 jours, ils se disent, ah bah, heureusement que j'ai pas mis ça en place parce que ça aurait pas marché. Ou bien, ah bah non, c'est pas la priorité. Tu vois, il y a quand même ce besoin d'avoir du recul. Et voilà, je sais pas ce que tu en penses, c'est peut-être, Ouais. Moi, je suis d'accord avec toi et je conseille souvent aussi à mes équipes de faire bah, le traditionnel rapport d'étonnement. c'est ça. Mais en fait,
et c'est sympa, je trouve, même pour s'auto-analyser, de se dire, ah ouais, j'avais compris ça au début, maintenant je comprends que c'est plus ça, et donc, ou alors même les idées que t'avais dès le départ et qui sont toujours là dans 3 mois, c'est que c'est les bonnes, hein, en fait. Ouais, c'est Donc, ça. derrière, tu peux tout de suite prendre des actions, mais moi je suis assez d'accord avec toi que, en fait, c'est très important d'avoir un environnement dans lequel tu peux t'exprimer, et après, il n'appartient qu'à chacun d'avoir l'intelligence de s'exprimer au bon moment Ouais, et dans les bonnes conditions. Et ouais. en fait, le côté oser, c'est oser s'exprimer et réfléchir, oser aussi s'autoriser la réflexion. Mhm. Et je pense que la confiance que de l'auditoire ne naît que après un certain temps Ouais. et c'est important en fait, comme dans toute communication, tu as un émetteur, un récepteur, Mhm. et tu peux pas juste tout dire n'importe quand à n'importe qui. C'est la même chose dans la vraie vie et c'est valable aussi en entreprise. Et ça s'applique aussi, d'ailleurs, moi j'ai vécu ça aussi quand tu reprends une entreprise. Moi, tu vois, j'ai Mhm. repris plusieurs entreprises et quand j'étais plus jeune, je suis allé trop vite. J'ai trop vite dit, bah non, mais et en fait, j'ai tout regretté d'avoir fait ça. Là, j'en ai repris une récemment. J'ai pas, voilà, pour moi, il fallait au moins 1 an. En plus, elle marche bien, cette boîte. Donc, moi, quand ça marche, Mhm. je touche pas, hein. Et il y a ça aussi. C'est-à-dire, ça concerne pas seulement le stagiaire ou le nouvel arrivant, ça peut aussi concerner Tout même le le monde. boss, quoi, hein, de toute façon. Ouais, c'est clair. C'est Alors, clair. Et surtout le boss, je... il y a un message peut-être. Non, mais c'est surtout le boss parce qu'il a en fait il a beaucoup plus d'interlocuteurs. Donc Ouais, tu vois, tu peux pas juste arriver et lancer une boule dans le jeu de quilles. T'es c'est forcément clair. obligé de prendre en compte les sensibilités des uns des autres et c'est là que je trouve le métier de manager est le plus complexe. C'est Ouais, que tu dois faire attention à ton environnement, aux sensibilités des personnes et pas juste arriver à imposer ta vision. c'est C'est en clair. ça que c'est important. Puis le boss, il a un gros désavantage, c'est que tout le monde l'écoute et peu de monde ose lui dire qu'il a tort. Oui, Donc c'est un gros désavantage. T'as pas vraiment de feedback, quoi. Donc faut oui. faire attention. Bref, alors moi j'avais une question juste avant qu'on passe à la suite de ta carrière. Il y a un truc, c'est marrant, c'est que tu as fait des études de droit, après master en affaires internationales. Pourquoi tu as été choisi par cette personne pour t'occuper des recrutements et des ressources humaines? C'est quoi qui a fait le truc? Ouais. C'est pas super limpide quand on voit ton... Ouais, c'est clair. Bah écoute, j'ai fait pendant mes études, j'avais 2 stages obligatoires et je les ai faits chez BASF à Berlin, Ouais, dans un Shared Services Center. Donc c'est le côté très industrialisé des processus d'une entreprise. Donc il y avait la paie, les finances, le payroll, le payroll, le recrutement. ouais, Et en fait, je m'étais très bien entendue avec le responsable de l'IT qui était dans un coin hyper isolé, personne lui parlait, tout le monde le trouvait un peu bizarre. Et moi, c'est exactement ce genre de personne-là qui m'intéresse beaucoup. Et du coup, j'allais tout le temps vers lui, je venais lui faire quelques petites blagues. Et en fait, comme ça, l'équipe s'est super réintégrée dans l'étage, parce qu'on était au même étage, et on faisait des after-work avec eux et tout. Et ce monsieur-là, c'était le mari de la ok. dame qui était ma future manager. Donc quand elle a cherché quelqu'un pour faire ça et que moi j'avais une performance qui était plutôt bonne dans le recrutement de ce département-là. Il s'est dit, elle, c'est la bonne Ok. personne. Donc, il m'a présenté sa femme et il y a eu un coup de cœur, effectivement, Ouais, ok. personnel et professionnel derrière. Génial, génial. Donc, recrutement cadence élevée, tu passes de 0 à 33 hôtels en 3 ans, ce qui est quand même pas mal. Et après, qu'est-ce qui se passe? Ou est-ce Eh que tu as des ben, choses encore à dire sur cette expérience-là? ouais, je pense que c'est important de souligner que l'hôtellerie, c'est un secteur qui est hyper difficile à recruter. Personne n'a envie de faire ce job, c'est mal payé, les horaires sont pas sympas, Ouais. c'est Les pas clients pas hyper toujours. les clients pas toujours. Donc ben non seulement personne connaissait le nom de la boîte et en plus de ça ben le challenge était immense et il y avait des deadlines d'ouverture d'hôtel. Donc il a fallu être très créatif dans le recrutement et ça a un lien aussi avec les idées que j'ai pu développer derrière dans mon poste actuel. Euh,
du coup, le recrutement, ça a quand même toujours été au cœur de mes activités. Et après, j'ai fait des ressources humaines sur toutes les populations opérationnelles des hôtels. Mais quand j'ai voulu rentrer en France, bah, je me suis dit mince, j'ai jamais travaillé en France. J'avais fait du droit en cours, mais j'avais jamais travaillé en RH en France. Et donc, quand j'ai cherché un nouveau boulot en France, je me suis orientée vers un poste dans le recrutement. Ouais. Et j'ai trouvé ce poste de responsable recrutement chez Equiden et j'ai postulé et j'ai rencontré Geoffrey, notre CEO un peu fou avec sa vision du conseil complètement différente qui cassait les codes. Parce que moi, je t'avoue que conseil, je m'imaginais des personnes en costume, Ouais. beaucoup de monsieur, dans un environnement très requin comme on dit. Et c'était Ouais. absolument pas ouais, l'environnement dans lequel je me voyais m'épanouir Ok. justement. Mm. Et j'avais travaillé avec des réfugiés avant, j'avais eu un cadre très humain dans l'hôtellerie et je me voyais absolument pas arriver dans le conseil. Et en fait, Geoffrey m'a présenté sa vision du conseil en changeant tout ça, casser justement tous les stéréotypes que je pouvais avoir sur le monde du conseil et il m'a donné ma feuille blanche et il m'a dit de me lancer. Donc, donc j'ai pris le challenge. Ok. Et c'est vrai que bon, je suis arrivée en juin 2020, il y avait personne. Et fin de l'année, on était 30. La fin d'année d'après, pendant le Covid en plus. Et la fin d'année d'après, 2021, on est passé à 130 et comme ça, on a grossi et voilà. J'ai commencé par le recrutement et j'ai basculé sur les HR depuis janvier 2022. D'accord. Et aujourd'hui, ça fait combien de personnes? Ça fait à peu près 230 collaborateurs Ouais, ok. sur 6 pays différents et avec une richesse de nationalités à peu près une trentaine. Donc Ok. Et juste avant qu'on passe à ta vision du management, parce que c'est quand même le cœur du sujet, c'est quoi en fait Alors comment ça s'écrit, Riken? C'est R... et non, Ekiden, Equiden, pardon. Ekkiden. Ça vient d'un nom d'un sport de relais japonais où en D'accord. fait tu te passes un bâton qui te permet de finir la course et donc c'est un peu l'idée, je pense que c'est la philosophie qui est derrière l'entreprise aussi. Equiden, d'accord. Ok. Et donc c'est pas des gens en costard, Il y des en hommes. a bien sûr. Après ça c'est toujours chacun vient comme il est à l'aise et puis ça dépend si t'es aussi en face du client ou pas. Tu t'adaptes un peu à ton environnement mais c'est quand même beaucoup plus. Ouais, il y a un peu moins de code classique, je dirais, du monde du conseil. D'accord. Et c'est très agréable. Ok. Bon, beau parcours jusqu'à maintenant. Bravo. Merci. Alors, évidemment, nous, ce qui nous intéresse, c'est de parler un petit peu de management. J'ai noté aussi que on allait évoquer le recrutement parce que c'est un gros sujet en ce moment. Partout où je vais, et toutes les conversations que j'ai avec des entrepreneurs tournent beaucoup autour de ce sujet-là, à la fois autour du sujet du turnover, Mm. qui s'est quand même accéléré ces derniers temps, et des difficultés à recruter. En fait, c'est les deux faces probablement du même sujet. Mais ça m'intéresserait que tu nous donnes un petit peu justement ta vision du management. Qu'est-ce que ça veut Mm. dire qu'être que manager, qu'être un manager? Et puis voilà. Et puis Écoute, moi j'ai un peu un double discours sur le métier de manager. Déjà, je pense que c'est un métier et c'est pas juste des tâches qu'on fait en plus de ces tâches et c'est souvent ce ah. qui est confondu. Je me rends Donc, compte dans donc mes. ça veut dire que t'es pour un. Moi j'appelle ça un management compartimenté. C'est-à-dire que quand t'es manager, c'est rare que tu fasses que du management. Enfin, moi j'en ai Ouais. jamais rencontré ou peu. Mais t'as des missions. Enfin, t'as de la contribution individuelle. Et puis t'as ton taf de manager. Et pour moi, Ouais. il faut absolument compartimenter parce que sinon, tu fais mal ton management.
Mais C'est c'est mal clair. doublé. Et en fait, il faut prendre le temps de manager, et tu vois, de prendre le temps de passer du temps humainement avec tes équipes, de t'occuper de leur carrière, de t'occuper de leur développement, de t'occuper de les accompagner sur des sujets, de les former, tout ça. Ça se fait pas tout seul. Enfin, il y en a beaucoup qui pensent que ça y est, on va mettre deux personnes dans leurs équipes, ils sont managers, ou ils vont avoir un stagiaire à superviser. Mais en fait, c'est pas ça, et c'est pas non plus l'évolution naturelle d'un poste. Il y a des personnes qui ont pas du tout envie d'être Ouais. manager, et moi je trouve ça très bien que les personnes qui n'ont pas envie ne le fassent pas, parce que en fait, le deuxième aspect, si tu veux, du métier de manager, que moi j'aime beaucoup, enfin j'aime le métier de manager, mais c'est un métier qui est ingrat, je trouve, et qui demande un réel investissement et une réelle passion pour le métier, Ouais. qui demande énormément d'humilité, d'investissement. C'est pas parce qu'on l'a appris à l'école, dans les livres, qu'on sait manager. Là, dans la réalité des faits, on n'est pas préparé aux situations qu'on rencontre quand on est manager. Mm. Quand on a un conflit à gérer, c'est pas une matrice qui va nous aider à le faire. Mm. Quand on a quelqu'un qui a des souhaits d'évolution de carrière, ben, c'est pas forcément les plans classiques ou la trame d'entretien annuel qui va nous aider à trouver les réponses. Donc ça aide, c'est sûr. Faut pas dire que ça sert à rien, mais moi je pense que on est responsable de beaucoup de choses quand on est manager. On gère énormément de problèmes. Ouais. Et on a peu de reconnaissance aussi, donc ça c'est important de le savoir avant de se lancer dans le projet, parce que Ouais. moi je le dis à mes équipes, hein, je suis assez claire là-dessus, et je veux pas leur vendre le métier de manager, parce qu'on s'imagine toujours, ouais ça y est, je vais être manager, je vais faire les choses aux autres, et puis moi je vais être dans ma petite zone, dans Mais, ma petite tour d'ivoire, mais non. mais en fait, tu crois que les gens ils s'imaginent ça vraiment? Parce que moi, ce que je vois aussi, c'est que moi, je vois dans mes entreprises, quand il y a un poste de manager qui doit être mis en place, mon réflexe, c'est toujours de demander dans mes équipes si ça intéresse quelqu'un. Et en fait, assez peu, en fait. Les gens, ils se méfient beaucoup, beaucoup de ce poste-là. C'est clair. Ils veulent pas être le chef. Ils... Moi, j'avais un collaborateur qui me disait non, mais moi, je suis pas autoritaire, donc je peux pas être manager. Ou bien, et ce que tu dis aussi sur il faut pas faire ça. Enfin, c'est ingrat. J'ai un de mes autres collaborateurs qui me dit souvent, ou qui donne ça comme conseil à des managers qu'il a maintenant lui dans ses équipes, de dire il faut pas faire ce métier-là pour être aimé. En fait, il dit moi ça a été un switch. Il s'est retrouvé dans une pièce, je sais pas, il a fait une formation. On lui avait proposé de faire une formation justement type MBA. Et à un moment, ils avaient eu un prof qui leur avait dit est-ce que dans cette salle, il y a des gens qui font ce métier-là pour être aimés? Ils peuvent sortir tout de suite. La suite de mon discours ne va pas les intéresser. Et c'est vrai que lui, ça l'avait un peu traumatisé, mais en même temps, il s'est dit, mais en même temps, ça m'a rassuré parce que je me suis dit, je vais plutôt essayer d'être juste plutôt que d'être quelqu'un qu'on aime. Mais ça demande un gros quant à soi, tu sais, une grosse Ouais, capacité à se dire, faut que je m'aime moi, donc puisque c'est ouais. pas forcément les autres qui vont me. Bah, c'est clair, moi je pense qu'il faut juste être en phase avec ses valeurs, et quand tu parles de juste, je pense que c'est bien d'utiliser le mot juste dans la justesse des propos que tu vas employer, autant que dans le juste, c'est-à-dire dans l'équitable, tu vois, dans Ouais. le fait de prendre en considération tout le monde et de trouver la solution qui va impacter le moins de monde et qui va plaire au maximum. Mais en fait, moi j'ai été hyper inspirée par Inge von Oetegem, qui était la CEO de Première In, qui était une femme incroyable, petite, cheveux rouges, tatouée, qui dénotait complètement dans l'environnement, mais elle s'en fichait, elle était elle-même, et elle s'aimait pour être, et elle savait pourquoi elle était là. Mm, Et soit on l'aimait beaucoup, soit on l'aimait pas du tout, mais il y avait pas d'entre-deux. mm, Et elle m'a donné un conseil qui m'a marqué, c'était que
qu'il faut faire le deuil de son besoin de reconnaissance. Parce que moi, quand Mhm. j'ai commencé, que j'étais toute jeune, évidemment, j'avais besoin qu'on me dise que je fais bien, j'avais besoin qu'on me rassure. Je gérais aussi mon petit syndrome d'imposteur parce que Mhm. j'étais au milieu, voilà, je me sentais pas forcément légitime d'être là où je suis et elle m'a dit que ben en fait si un manager tout le monde l'aime bien, c'est qu'il y a peut-être un problème. C'est vrai. Et c'est soit qu'il assume pas des décisions, soit qu'il ne sait Ouais. pas dire non. Enfin, il y a forcément quelque chose derrière qui. Après, il y a toujours une manière d'amener les choses, et Ouais. c'est pas pour autant qu'on doit être détestable, mais on est forcément détesté à un moment. Ouais, je pense que tu dois, en fait, le but c'est pas de se faire détester, hein, c'est pas parce que tu cherches Dis-moi. pas à te faire aimer que tu cherches à te faire détester. Mais je suis d'accord avec toi, on peut pas plaire à tout le monde et surtout on peut pas plaire à tout le monde tout le temps. C'est ça. C'est-à-dire que, et c'est pareil hein, pour un chef d'entreprise, si ton but c'est de plaire en permanence à tes équipes, ta boîte, elle va aller dans le mur un jour, hein, parce que il y a justement une notion qui est la notion de courage et aussi de recul. Il y a deux choses, il y a le recul et le courage. Et effectivement, il faut avoir le courage de prendre des décisions et que tout le monde râle et que même des gens quittent le navire parce que c'est tout, il faut le faire et puis que c'est comme ça, etc. Et je suis d'accord avec toi que il faut s'aimer, faut suffisamment se faire confiance et s'aimer pour le faire, parce que Bah, c'est ça clair. viendra pas des autres, quoi. Ça viendra pas des autres. C'est Donc je clair. suis. Et tu vois, dans ce que tu dis et le fait de je pense qu'on est vraiment tous responsables et il y a une espèce de poids qui pèse sur les managers parce que enfin tu vois moi les équipes attendent souvent des réponses de toi, attendent Ouais, souvent que tu aies la solution à leurs problèmes, mais dans 99% des cas moi j'en sais rien ouais. et je leur donne des axes pour qu'ils réfléchissent et je trouve que c'est un peu facile parfois et si on veut tous être aussi considéré, entendu, avoir l'espace de s'exprimer, ce que beaucoup demandent, ben il faut aussi avoir osé proposer des solutions et oser euh, être son propre manager. Et en fait, le manager, ça va pour moi être plus la personne qui va te poser un cadre, qui va s'assurer que les règles communes, que l'équité est respectée, qui va être aussi là pour écouter, qui va être là pour proposer des pistes, pour coacher, pour te donner, t'apprendre à réfléchir Mhm. pour toi-même trouver tes solutions, mais c'est pas le Messie, voilà. Alors du coup, moi j'ai une question parce que bon, si c'est un métier ingrat, Mm. pourquoi aurait-on envie d'être manager? Qu'est-ce qui va faire que tu vas t'intéresser à ce boulot de manager? T'en as connu plein, t'en as embauché plein, Mm. t'en as suivi plein, donc je pense que tu dois probablement, je veux dire, comment on fait quand on est manager? Bah, déjà, comment on fait pour avoir envie d'être manager? Et puis ensuite, comment on fait pour être fier de soi, quoi? Finalement, c'est quoi la fierté d'un manager? Bah, moi, je fais ce métier parce que je veux rendre ce qu'on m'a donné. Et j'ai eu de la chance de tomber sur des personnes qui m'ont beaucoup inspiré. Je pense qu'aussi avoir des mauvais managers, ça peut changer complètement ta carrière et ta vision Ouais. dans l'entreprise. Et moi, j'ai eu la chance de rencontrer des gens qui ont cru en moi, qui m'ont donné l'espace de me planter, de tirer mes propres leçons, de m'inspirer et voilà et d'apprendre en fait sur le tas et du coup j'avais envie d'être manager pour créer et donner cette chance-là à mes collaborateurs et tu vois moi, ce qui me rend fière dans mon métier et pourquoi je me lève le matin, c'est même quand il y a un collaborateur qui part et qui quitte le navire, il m'appelle en pleurs en me disant que j'ai été quelqu'un qui a impacté sa vie et Ouais. à mon échelle et pendant une durée donnée. Après, hein, il faut revoir le truc, mais je trouve que contribuer à l'évolution d'une personne et tu vois au sens, je dis une personne parce que je veux sortir le mot collaborateur et pas parler que du cadre de l'entreprise parce que en tant que manager tu peux aussi impacter les gens sur leur vie perso, tu peux Bien les aider à sûr. avoir plus confiance en eux, Mhm. tu peux les aider à mûrir leurs projets professionnels et finalement peut-être que ça va emmener au fait que la personne va vouloir finir par partir et c'est ok et moi je suis fière de ça
Ouais, c'est ça qui donne envie. Je trouve il y a quand même des Ouais, belles histoires, évidemment, sinon personne ne ferait ça. c'est clair. Clair. Mais voilà, c'est des petites victoires. Et c'est vrai que c'est rare d'avoir des merci, mais que tu sais que quand tu les as, c'est quelque chose qui a réellement impacté quelqu'un. Ouais, Et voilà. Et j'ai envie ouais, d'avoir la chance, enfin, je suis contente d'avoir la chance de pouvoir créer un environnement dans lequel les personnes ont envie de bosser ensemble et de partager leurs expériences, quoi. ouais, carrément. Ouais. Je pense que ouais, les bons managers, ceux qui sont bien dans leur peau et puis du coup qui sont bons, il y a effectivement ça. Déjà, c'est des gens en général assez performants eux-mêmes, mais en fait, c'est pas ça qui les rend le plus fiers en fait. Et t'as un déclic à un moment. En fait, ce qui te rend fier, un déclic, c'est que ton équipe soit forte. Mhm. Là, là, tu te dis, ouais, c'est quand même, ils sont bons, quoi. Et Ouais. je trouve que c'est Et encore tu vois, plus moi, au plaisant tout que, début, ouais, j'allais dire au tout début, j'avais encore parfois, tu sais, ce réflexe de dire, mais attends, mais ça c'est moi qui l'ai fait, ou tu vois le côté, c'est pour ça que je te dis de mettre vraiment de faire le deuil de la reconnaissance, parce que en fait derrière ta satisfaction, tu la prends en observant tes équipes aller dans la direction que tu leur as donnée, avoir leur propre succès, et tu te dis c'est un peu grâce à moi, et le mieux c'est quand ils s'en rendent même pas compte. Et carrément. c'est pour ça que t'as pas de reconnaissance parce que Ouais, souvent, mais en même temps, moi, je pense que ta direction, elle est pas. Je veux dire, tu sais, quand t'es le patron et que t'as des managers, tu vois très bien les équipes qui marchent, les équipes qui marchent pas, et tu bien sais sûr, très bien que c'est un peu, enfin, pour moi, c'est à 100% dû au manager. ouais, c'est Euh, clair. D'ailleurs, alors j'en parle de temps en temps sur le podcast, puis j'ai jamais retrouvé cette étude, mais j'avais trouvé une étude qui avait été faite au Canada où ils avaient échangé les managers. Il y avait une équipe A qui était super forte, puis une équipe B qui ne l'était pas. Alors, je ne sais pas comment ils mesuraient la performance. Et ils ont inversé les managers. C'est-à-dire qu'ils ont confié l'équipe A au manager B et l'équipe B au manager A. Et 6 mois après, en fait, les performances des équipes c'était inversé, tu vois. Mhm. Donc, oui, il y a de quoi être fier quand ton équipe fonctionne bien, que t'as pas trop de turnover, que ça donne des résultats, etc. Pour moi, c'est là que tu trouves c'est là que tu prends ton pied. Si tu prends pas ton pied avec ça, t'es pas dans le bon. Bah, c'est Moi, je clair, dis mais souvent, hein, on avait fait un podcast là-dessus. C'est le but d'un manager, c'est de faire de ses collaborateurs des héros de mhm. l'entreprise. Tu vois, d'être à la tête de gens très performants. Pour moi, c'est vraiment une source de fierté, quoi. C'est clair. Et tu vois, tu parlais tout à l'heure aussi de recrutement et de rétention. Mais on se rend bien compte aussi que là où les gens restent pas, c'est que c'est souvent à cause du manager. Bah ouais. Et là où les gens, c'est plus facile aussi de recruter, c'est aussi, enfin, combien de personnes ne rejoignent pas un poste parce qu'ils ont rencontré le manager et ils se disent oh non, je me verrai pas bosser avec cette personne-là, ou combien partent en se disant je ne me vois pas bosser avec cette personne-là, ou je me sens plus à l'aise dans l'environnement que crée cette personne-là. Ouais. Et c'est super de prendre ce genre de décision pour soi. Ouais. Et c'est vrai que s'il y a un gros travail enfin, d'analyse après quand t'es à la direction générale d'une société, de comprendre justement les dynamiques qu'il peut y avoir dans ces équipes-là d'entrée et de sortie. Ouais, c'est clair. Alors moi j'ai une question. Euh, Après on va parler de tes difficultés de manager, de recrutement, etc. Euh, j'ai vu une vidéo, je sais plus où j'ai vu ça. Bref, le mec expliquait que c'était un patron de PME qui disait ça. Et il disait voilà, on nous dit dans tous les bouquins de management, etc., qu'il faut attirer les meilleurs talents possibles, les mecs les plus doués, les mecs les plus capables de travailler en équipe, etc. Mais il dit, moi je suis patron de PME, je suis pas fucking, il disait, je suis pas fucking Microsoft. Il dit tous ces mecs-là, ils sont chez Microsoft. Donc, moi je peux pas recruter les cadors du secteur. Et Mm. donc, moi, mon job de patron de PME, c'est de rendre performants des gens qui sont pas les meilleurs du marché. Et je trouvais ça assez génial. Je me suis dit, ça c'est vraiment bien parce que t'as plein de consultants, ouais, prenez les meilleurs du secteur, payez-les, etc., etc. Sauf que ça c'est juste dans nos têtes de consultants ou de mecs qui donnent des conseils faciles. La réalité du marché, c'est que tu recrutes des gens
et que tu dois les rendre performants dans ton entreprise. Tu peux révéler leur potentiel dans l'entreprise. Et ça m'intéresse parce que tu as parlé aussi d'environnement plusieurs fois. Ça m'intéresse d'avoir ton avis là-dessus. Ouais, clairement. Et tu vois, je rebondis là-dessus, c'est que parfois même tu as un super CV avec belles écoles et le bon parcours, et en fait ça matche pas quand même. C'est Donc, ce que j'ai appris aussi, tu vois, dans le recrutement chez Première In, c'est que c'est plus difficile de recruter des personnes et des personnalités que de recruter et du potentiel que de recruter un CV tout propre. Et pour être bon, je pense, dans son travail, et justement, tu parlais de potentiel d'environnement, Ouais. il faut trouver une personne qui correspond à ta vision, qui correspond à tes valeurs, et aussi être capable de voir le potentiel de ces gens-là. Et c'est là que le manager a un poids assez important en termes, tu vois, d'intelligence émotionnelle et de un rôle assez psychologique aussi finalement, de créer l'environnement avec les bons collègues, et effectivement peut-être les bonnes formations, le bon accompagnement pour des personnes qui peut-être de prime abord étaient pas spécialement les meilleurs, mais finalement, tu vois, ont un parcours qui font qu'ils ont envie aussi, et cette envie et cette motivation à faire les choses par soi-même, à apprendre, à grandir, et ben beaucoup de ces personnes-là l'ont, alors que Ouais. d'autres qui ont un parcours assez lisse, finalement, ont peut-être moins de combativité. Bon, c'est une vérité, c'est pas une vérité générale, mais c'est quelque chose que j'ai quand même pu observer, et je trouve que c'est juste important d'écouter et d'analyser les potentiels, et parfois les compétences elles sont pas forcément dans le CV, et tu peux aussi avoir des gens qui se révèlent que tu as embauché sur un poste, finalement tu te rends compte que bon, il serait vraiment mieux en sales, ou il serait vraiment mieux en marketing, Carrément. et pourquoi pas l'accompagner dans un changement. Et il y a une phrase d'Albert Einstein que j'adore qui dit quelque chose comme si tu observes comment un poisson rouge grimpe à un arbre, il sera toujours nul. Et en fait, ben, c'est la même chose dans une entreprise. C'est que finalement, si tu le remets dans le bon environnement avec les bons collègues, les bons outils, et là où il pourra exprimer le potentiel de ses compétences de base et de ses qualités, et ben peut-être qu'il va faire des étincelles. Et moi, je l'ai déjà observé dans mes équipes. J'avais une fois un mec qui était, tout le monde disait qu'il était nul, et vraiment il arrivait à rien dans le poste dans lequel il était. Et puis finalement on s'est posé avec lui, on a pris le temps évidemment de discuter avec lui. L'idée c'était pas de s'en séparer, mais de le faire, de libérer son potentiel ailleurs. Et en fait on lui a trouvé un poste où on avait un besoin évidemment, et en fait il est reparti à la fin, donc c'était un stage, mais à la fin de son stage, et tout le monde m'appelait en me disant mais comment on va faire sans lui, quoi. Donc Ouais. tu vois, ça montre bien que quelqu'un qui paraissait de prime abord non plus ne pas être au bon endroit, bah finalement voilà, personne n'est nul en fait. En fait, on sent que c'est ton truc, ça. T'allais Ouais, trouver le mec dans son bureau que personne va voir parce qu'il est bizarre, et puis parce que t'en as pas. Ça fait 3 fois. ouais, Déjà, moi, je pense que ton premier recrutement, toi-même, t'as été un peu recruté comme ça, peut-être, ouais, et t'as beaucoup sûrement. apprécié qu'on te confie des trucs qui n'avaient pas forcément tout à voir avec tes études, etc. Et puis après, t'as parlé de ce gars qui est au service informatique, mais voilà. Et puis maintenant, on sent qu'il y a ce truc-là, et je suis complètement d'accord avec toi. Moi, ça me fait penser à un recrutement aussi que j'ai fait. En fait, le mec qui vient chez nous, on cherche un commercial, donc découché toute la journée, etc., etc. Et le mec était conducteur de machine, et il gagnait Mm. très bien sa vie parce que en plus, il était posté. Et moi, je pouvais pas lui donner cet argent-là. Mais le mec, il était tellement motivé, et j'ai tout fait pour le dégoûter. Hein. J'ai dit non, mais vous vous rendez compte, vous allez gagner moins, vous allez être moins chez vous. Ah ouais, ouais, mais et finalement, je l'ai pris. Je dis bon bah, ok, on essaye, mais voilà, ça va pas marcher. Volontairement, je le Ouais. mettais en, et bah, c'est vraiment un de mes meilleurs, quoi. Mm. C'est-à-dire que en plus, je pense que ces gens-là, ils ont aussi un truc à prouver. Ouais, mais À c'est se ça, prouver et à prouver aux autres. Donc c'est la meilleure énergie, c'est la motivation intrinsèque. La c'est ça. motivation, elle vient de l'intérieur. Après, je suis carrément d'accord avec toi, elle sortira pas s'il n'y a pas le bon environnement pour qu'elle puisse s'exprimer.
c'est clair. Et voilà, être manager, c'est ça, c'est être capable de mettre le bon environnement, de faire respecter les règles, d'être juste. C'est pas évident, hein, non, c'est clair, c'est pas évident. Mais quand ça Et je trouve marche, que tu t'épargnes aussi beaucoup de problèmes quand tu vas vers les personnes qui sont très attentistes dans leur rôle. Tu vois, t'as des personnes qui tu sais, qui sont peut-être t'as toujours dans une équipe quelqu'un qui est pas bien, qui est pas performant, qui est assez détraqueur, qui va être très négatif, qui va avoir peut-être pas, voilà, c'est pas le moteur de la boîte. Et en fait, ben, tu vois, on parlait d'oser derrière. Moi, j'essaie d'encourager ces personnes-là à comprendre ce qui va pas aussi pour eux. Peut-être qu'ils sont pas dans le bon environnement. Il faut pas hésiter à prendre conseil, même à l'extérieur, à trouver ses propres moteurs. Mais ça demande, je pense qu'il faut pas mettre toute la responsabilité sur le manager. Ça demande une c'est clair. responsabilité qui est propre à chaque collaborateur aussi. Tu vois, et C'est clair. quelqu'un comme dans ton cas qui avait en fait ce souhait personnel et qui a voulu aller au bout et qui a voulu montrer des choses, ça c'est une motivation que même toi, avec toutes les outils du manager possible, tu n'arriveras jamais à Non. sortir ça de quelqu'un, de toi, à lui, Mm. s'il a pas Mais envie de après, s'aider lui-même. voilà, fallait tendre la main, quoi. C'était Ouais, pas c'est clair. juste ça, c'est pas trop compliqué, mais voilà. Mm. Ok, super. Donc, est-ce qu'on passe aux difficultés que tu rencontres, qu'on rencontre en tant que manager? Évidemment, la première, on l'a déjà évoqué, c'est le recrutement. Ça Ouais. m'intéresse d'avoir un petit peu ton avis, puis peut-être tes trucs là-dessus, parce que moi, j'ai évidemment des idées, et puis j'en ai déjà parlé, mais voilà, à nouveau, il y a pas une seule formule, quoi. Non, il n'y a pas une seule formule. Je pense que pour moi, le meilleur des recrutements, c'est celui qui se fait pas dans l'urgence. Donc en fait, Ah, il faut recruter tout le temps. Moi, je recrute tout le temps. Même encore maintenant, je source, je chasse tout le temps, tout le temps, tout le mais temps, quand tout le tu temps. dis que tu recrutes tout le temps, ça veut dire que tu as un vivier ou vraiment tu les fais rentrer dans la boîte, les gens? Non, je les contacte. Enfin, ouais, non, je fais toutes les démarches, sauf la signature, évidemment. C'est-à-dire que je rencontre des personnes, je les Ouais, contacte sur les réseaux LinkedIn. c'est Je vais dans super. des meet-up. Je me fais une sorte de pool de talents Ouais. qui est prête et ou du moins qui sont dans mes contacts. Mm. Je chasse régulièrement. Ça me permet déjà de faire une étude de marché permanente, donc de me comparer à d'autres sociétés concurrentes, de comprendre comment ça fonctionne ailleurs, peut-être pour m'inspirer aussi dans mes pratiques, et puis aussi de prendre les bonnes décisions parce que quand t'as pas le couteau sous la gorge en te disant non mais celui-là il faut le garder parce que sinon on a personne, ou alors bon bah on a personne donc on va recruter celle-là mais bon on n'est pas trop sûr, bah en fait non, là t'es un peu plus sûr de toi aussi en te disant bah que t'es pas dépendant de l'environnement que Mm. t'as actuellement, et que si ça fonctionne pas c'est pas grave, tu peux aussi changer les choses. Mm. Et moi je source 2 heures par semaine en plus de mon Ok. travail, donc Quand c'est-à-dire tu tout le dis tu temps. sources, ça veut dire concrètement, ça veut dire tu fais des recherches. Concrètement, j'utilise des réseaux comme LinkedIn. Moi, j'adore utiliser, c'est gratuit en plus, donc la recherche X-ray sur Google, ça te permet de faire. Il y a des vidéos super sur YouTube où tu X-ray, t'apprends d'accord, comme X-ray, rayon X. ouais. Ok, C'est ça. ok. Et ça te permet en fait dans la barre de recherche de Google de mettre quelques mots-clés, quelques petits codes qui te permettent de cibler précisément bah, des fichiers Excel, des PDF, des CV, ça peut être toutes sortes Ok. de données. Et t'accèdes assez facilement d'une autre manière à des personnes. Alors, t'as aussi évidemment LinkedIn que j'utilise beaucoup. Et puis je réactive régulièrement mon réseau. J'ai beaucoup de contacts sur LinkedIn et de temps en temps je me refais une recherche et je regarde dans mes premiers contacts et je demande comment ça va. Top, super, Voilà. super. Et je te rejoins complètement. Il faut avoir un vivier, en fait. Il faut avoir des gens en contact qui un jour peut-être pourront rejoindre l'entreprise. Ça c'est effectivement un conseil à donner au manager. Après, je sais pas si un manager est capable de faire 2 heures par semaine de ça, mais ouais, quasiment, ouais. 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 Et Ok, puis au donc moins, tu vois, même pour ceux qui ont moins d'outils ou qui savent pas recruter, je dirais avoir toujours une annonce qui tourne régulièrement, rencontrer les gens qui postulent. Maintenant, ça se fait pas mal aussi de poster un job dans lequel on met talent pool, et puis comme ça, les gens savent que c'est plus
une acquisition longue que un besoin actif et Le c'est mettre sur la liste intéressant. d'attente un peu. Ouais, c'est ça. Ouais, ouais, ok. Ok, super. En plus, ça évite de recruter dans l'urgence, parce que les moins bons recrutements, c'est ce qu'on fait, enfin, à part exception, coup de bol, quand tu es dans l'urgence, souvent c'est la cata, et en réalité, tu recrutes quelqu'un, puis en fait, tu perds du temps parce qu'il est pas bon, tu essayes de le faire rentrer, il est rond, tu essayes de le faire rentrer dans un carré, ça marche pas, et puis, et finalement, l'équipe se démotive. Effectivement, moi, le meilleur conseil, c'est celui que tu donnes. Après, le deuxième meilleur conseil, c'est de dire, bah, c'est tout, tu travailles en sous-effectif tant que t'as pas vraiment trouvé la bonne personne, parce que ça fait moins Mm, mal de travailler en sous-effectif que de faire rentrer un mauvais. c'est clair. C'est clair. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres choses en recrutement, parce que t'as quand même un rythme de recrutement qui est élevé, puisque à chaque fois tu bosses dans des boîtes qui sont en très forte croissance, ce qui n'est pas le cas de Mhm. tout le monde. Ça pose des problèmes, ça. Ça pose des problèmes, oui et non. Ça crée des nouvelles problématiques, disons. Ouais, C'est-à-dire que quand tu passes de 0 à 130, bah, tu recrutes, tu recrutes, tu recrutes. Et puis, en ouais, fait, après, tu t'arrives un peu à un palier où tu te dis, maintenant que ça fait 1 an, 2 ans que j'ai ces personnes-là, bah, et c'est là que t'as les vraies ressources humaines qui sortent. C'est-à-dire, une fois que tu as acquis les talents, bah, comment tu fais pour les garder, les former, les faire grandir et les faire grandir avec la croissance de la boîte. En même temps, tu as des process qui apparaissent qui étaient pas là. Tu as une structuration avec des règles qui se mettent en place qui étaient pas là avant. Ou alors tu as les premières générations qui avaient connu l'entreprise sans règles qui te disent maintenant avant on faisait pas comme ça, pourquoi ouais. maintenant il y a des règles. Donc oui, tu gères, tu fais du change management en permanence, tu prends maintenant d'autres problématiques comme bah, l'industrialisation aussi de ta formation, de ton onboarding, de tes gestions de performance, tout ça. Mhm. Et c'est très important, je pense, de prendre le temps de définir et d'affirmer ta culture Ouais. et l'identité de l'organisation que tu vas avoir et ça se crée, je pense, naturellement aussi une fois que tu commences à avoir une population assez grande Mhm. et simplement commencer à interroger tout le monde à savoir mais pourquoi vous êtes là? Mhm. Pourquoi vous êtes là? Pourquoi vous restez là? Qu'est-ce qui vous fait rester là? Qu'est-ce qui vous anime? Et en fait, ça définit ta culture. Ouais. Et ça te drive derrière dans tous les autres décisions que tu vas prendre de recrutement ou que ce soit en formation, accompagnement, etc. Et Alors, ouais, moi, il y a un truc, je me dis, mais en fait, quand tu recrutes, tu passes de 0 à 200 en quelques années. En fait, en fait, t'as plus, enfin, ton effectif est toujours composé de plus de nouveaux que d'anciens. ouais, Donc, du coup, je me dis, ouais, mais si tu veux, moi aujourd'hui, moi j'ai pas une croissance comme ça dans mes boîtes, c'est pas des startups, c'est des acquisitions, puis voilà, on recrute. Et du coup, on a une culture d'entreprise qui est fondée plutôt sur les personnes les plus anciennes. Je dirais c'est le socle. Après, pour la faire évoluer, on fait rentrer d'autres personnes, etc. Mais peu importe. Et du coup, la culture d'entreprise, elle est presque définie par les gens qui sont déjà dedans. mm, Quand tu as un rythme, bah, je dis n'importe quoi, mais quand tu passes de 0 à 30, le problème, c'est que t'as pas eu le temps de construire ta culture d'entreprise. En fait, ou en tout cas de la formaliser. Et moi, ça m'interroge, tu vois, je me dis, mais comment tu fais, sur quelle base, en fait, tu vas fonder la culture d'entreprise et ensuite, sur quelle base tu vas la faire évoluer. ouais. Bah, après, t'as forcément la vision de base du CEO, tu vois. Nous, en plus, Ouais, dans notre cas précis, où lui voulait absolument casser les codes du conseil traditionnel, ouais, bah, il y avait quand même des pistes de qu'est-ce qu'on ne veut surtout pas être ouais, et comment on ne veut surtout pas être. Et ouais, déjà, en travaillant là-dessus, tu vois, tu savais déjà à peu près avec qui t'avais envie de travailler, dans quel ouais, cadre. Et là où je te rejoins, c'est que après, ça a aussi son côté bénéfique, c'est que nous, les personnes les plus anciennes de la boîte, elles sont là depuis 3 ans, tu vois, ouais, et quelques maintenant, mais
c'est 3-4 ans, c'est le max. Et c'est vrai qu'après, tu as quand même beaucoup de nouvelles générations qui arrivent sur le marché du travail, qui sont hyper impatients, qui veulent vite des promotions, etc. Et eux, ils peuvent autant être acteurs que réfractaires au changement. C'est Ouais, assez paradoxal. Mais ouais, après, si tu veux, cette culture-là, elle démarre de la vision forte que doit être aussi celle du fondateur. Et nous, on a de la chance d'en avoir une qui est forte. Et après, elle met du temps à se mettre en place et elle se traduire par de véritables actions et c'est les gens qui font la culture derrière. Nous, on leur demande aussi de se l'approprier et de la challenger. Et tu vois, on a des valeurs actuellement qui ont déjà changé 2 fois. Mais en fait, ça ok. revient, on les reformule, mais c'est toujours plus ou moins le même message parce que ça vient de cette vision initiale de notre CEO. Donc voilà. Déjà, je trouve qu'il y a un truc qui est intéressant, c'est quand tu dis, bah, en fait, la culture, elle peut se définir par ce que tu vas faire, ce que tu veux faire, mais elle peut aussi se définir en négatif. C'est-à-dire, on veut pas être comme ça, on veut pas être comme ça, etc., etc. Je trouve que C'est ça. c'est intéressant. Après, euh, c'est pas évident, en fait. Quand tu dis, bah, moi, en fait, je crée une boîte, et dans ma boîte, on va casser les codes. Mhm. Parce que tu ouvres quand même une porte à n'importe quoi. Et à un moment, tu vas avoir tes codes dans ta boîte. Donc, Mhm. on va casser les codes du marché, mais ça veut pas dire qu'on peut casser les codes de la boîte. Mhm. Et l'autre truc qui est peut-être une difficulté, c'est, tu dis la culture, elle est appuyée sur la vision du créateur, euh, et on fait rentrer des nouvelles générations de travailleurs. Donc, tu fais sûrement référence aux générations avec les fins de lettres, enfin les lettres de fin d'alphabet. Et, et ça peut paraître incompatible, tu vois. Tu peux te dire, bah non, ces gens-là, ils veulent être libres, ils veulent pas justement suivre un truc qu'on a déterminé, etc., etc. Et cetera. Et ça m'intéresse de savoir comment tu fais. Enfin, s'il y a une méthode, il y en a peut-être pas hein, finalement pour intégrer. Moi, j'ai un peu de mal hein, avec cette histoire de génération, etc. Parce que je trouve que c'est dangereux de dire, en fait, maintenant, un mec qui est né telle date, il est comme ça. Et Mhm. moi, mon expérience, c'est que ils sont aussi différents entre eux que moi, je peux être différent d'eux, si tu veux. Pour moi, la génération, oui, il y a des usages, il y a des addictions qui n'existaient pas, mais finalement, tu as des gens ultra fidèles, tu as des gens pas du tout fidèles, tu as des gens qui ont besoin de rituels, des gens qui refusent les rituels, et qu'est-ce que ça veut dire vraiment? Enfin, pour moi, c'est pas clair Ouais. du tout cette histoire. Moi, Je pense qu'on a je beaucoup fais de pas. stéréotypes en fait. Bah, c'est clair. Moi, je fais absolument pas de généralité. Enfin, comme tu le dis, il y a toujours de tout et dans toutes les générations d'ailleurs. Hein, Ah ouais, il n'y a pas de généralité à faire, mais que ce soit sur l'âge des personnes ou même sur leurs origines. Je vais en parler un peu des stéréotypes qu'on peut avoir en Allemagne, en France, etc. ouais, Tu vois, nous on travaille dans un environnement hyper international. Ce que tu t'attends d'une réaction d'une personne n'est pas toujours la bonne. Donc ouais, c'est aussi là tout l'art du manager ou du dirigeant, c'est de se rappeler que chaque personne a son individualité aussi et chacun doit avoir sa place et l'environnement pour s'exprimer. Maintenant, je pense que tu vois, et c'est là que c'est difficile. Tu peux apporter ta pierre à l'édifice. Chacun peut se sentir très important et respecté à son niveau et être acteur de la culture. Mais par contre, c'est important de rappeler que tout le monde ne la définit pas dans son coin et crée pas sa micro-entreprise aussi. ouais, Et ça, on l'observe très facilement. ouais. Tu vois, dès que t'as la liberté, t'en as qui disent oui, non mais d'accord, vous voulez faire comme ça, mais moi je pense que ce serait mieux. Et là, il commence à créer son propre écosystème et ça, il faut le casser, ou du moins voir comment tu peux l'intégrer Ouais. et que chacun ait son empreinte en faisant quelque chose de collectif. Ouais. Voilà. Et une question comme ça, est-ce que tu as déjà viré quelqu'un parce que il correspondait pas à la culture de la boîte? Parce que évidemment, enfin, ok, la vie, tu demandes à n'importe qui, bah, évidemment, quelqu'un qui correspond pas aux valeurs, il peut pas rester. Hein. On est tous clairs là-dessus. Sauf que dans les faits,
c'est quand même beaucoup plus dur de virer quelqu'un parce qu'il respecte pas les valeurs de la boîte que de virer quelqu'un parce qu'il est sous-performant. Par exemple, tu peux avoir, moi j'appelle ça des divas, tu vois, le mec, c'est le cadre, il sait tout, c'est le meilleur vendeur, c'est le meilleur technicien, peu importe, mais il joue pas collectif. Et finalement, il pourrit tout, en fait, ce mec-là. Pas évident de virer un mec comme ça. Bah, c'est pas évident parce que déjà dans le droit du travail, c'est pas évident de virer sur ce genre de fait. Moi, je pense que malheureusement ou heureusement, c'est souvent l'un et l'autre est souvent lié. Ouais. C'est-à-dire que quand t'as quelqu'un qui est pas aligné avec la boîte, qui est pas aligné, et en fait, il se retrouve à être un peu le ver dans la pomme, et en fait, forcément, ça se ressent dans une performance puisque bah, il est ni dans la dynamique, ni n'applique les règles, ou ne suit les directives, ou ne veut participer au succès collectif, et donc nécessairement, tu te retrouves dans des situations qui, elles, peuvent être sanctionnées. Maintenant, tu peux toujours te séparer d'un collaborateur aussi à l'amiable. Oui. Moi, je pense que c'est hyper important d'être transparent aussi sur tes attentes et sur les comportements que tu attends. Et on avait fait un exercice hyper intéressant dans ma première boîte. C'était, on avait défini des comportements qui découlaient des valeurs. Donc en fait, Ah, t'as des valeurs de boîte. Ça peut être, j'en sais rien, des trucs assez classiques, voilà. Et en fait, tu vas traduire ça dans des comportements clés qui sont attendus chez une personne pour générer ce sentiment-là à génial. l'extérieur et aussi vis-à-vis des collaborateurs. C'est-à-dire que tu peux définir tes valeurs de boîte, les comportements attendus et aussi, en parallèle, comment les valeurs d'un leader et les valeurs du leadership, de ton management qui doivent être appliquées pour exprimer et mettre enfin, donner un peu vie à souvent ces valeurs qui sont écrites sur un site ou dans des présentations PowerPoint, quoi. Ouais, je suis hyper content. Alors là, tu peux pas savoir le plaisir que tu me fais, Hélène, parce que moi, ça, c'est une de mes convictions profondes. Mm. C'est que moi, je crois pas aux valeurs en tant que telles, parce qu'en fait, je vais te dire, ouais, faut être honnête. Ok. Moi, j'ai une définition de l'honnêteté, toi, t'en as une autre. Personne, ou faut être bienveillant, tu vois le terme que tout le Ouais. monde, c'est les mots valises, en fait. Qui est contre la bienveillance? Personne. Ah, sauf qu'on a toutes et tous des notions différentes. Et donc, pour moi, une culture d'entreprise, elle ne peut pas s'appuyer que sur des valeurs. Elle ne peut s'appuyer que sur des valeurs dont découlent des comportements. Et d'ailleurs, je pense qu'une des bonnes manières, j'ai fait une formation là-dessus qui s'appelle Créta Culture, où en fait, on ne définit pas les valeurs. On observe les comportements. On regarde sur quel comportement on ferait un feedback positif ou on ferait un feedback négatif. Et comme ça permet de déterminer les comportements qu'on refuse et les comportements qu'on accepte. Et ensuite, on dit, bah, c'est ça en fait notre culture. C'est la somme des comportements sur lesquels on est d'accord. Et du coup, les valeurs émergent de ces comportements finalement. Et ça, je trouve que c'est donc tu vois, je suis super content que tu valides. C'est génial. Une question que j'avais aussi, donc ouais, je pense qu'on est d'accord. On peut pas garder quelqu'un qui a pas les comportements qu'on attend, parce que du coup, il a pas les valeurs qu'on attend. Est-ce que quand on recrute beaucoup, on vire aussi beaucoup? C'est-à-dire que est-ce que le fait, tu vois, de recruter, ça veut dire aussi que tu dois te séparer très vite aussi des gens dont tu te rends compte, mince, ils fit pas, donc faut. Ou est-ce que ça a rien à voir pour toi? Je pense que c'est un truc qui se fait assez naturellement. Alors c'est pas une conséquence directe, mais de toute manière, je conseille à tout le monde de rapidement écouter les signaux. Bah, il y a des périodes Ouais, d'essai qui sont faites pour ça, hein, donc il faut pas perdre de temps et surtout pas se dire qu'on trouvera pas mieux. Voilà, et parfois ça peut aussi, une personne qui part, ça peut être aussi l'occasion de faire grandir quelqu'un carrément. et de répartir les tâches, de se réorganiser en interne, de se remettre en question sur ce qu'on avait pensé. Et oui, donc après tu recrutes. Moi, j'aime bien recruter quand t'es vraiment
enfin, c'est vraiment très très utile qu'on recrute et pas forcément en avance de phase en se disant bon, on verra bien comment ça va se passer, mais on recrute quand le besoin est avéré et que tout le monde est d'accord pour se dire bah ouais, ça ce serait bien s'il y avait quelqu'un qui récupérait ces tâches-là. Mm. Et tu te sépares obligatoirement des... En fait, c'est assez naturellement parce que quand tu as des personnes qui arrivent, qui sont pleins d'entrain, qui ont plein de motivation, qui sont alignées avec les valeurs, avec la vision, ils vont avoir une super bonne performance et automatiquement, tu as une sorte de layering qui se fait dans ta boîte avec les très performants et les beaucoup moins performants. Et ce turnover-là, il se fait assez naturellement. Moi, je trouve que un turnover important dans une boîte, c'est pas forcément un mauvais signe. C'est C'est combien important? important, je sais pas, on se donne, tu vois, ça dépend les sociétés, mais toujours quelque chose autour des 30%. Ah ouais. Mm. C'est des mouvements, en fait, le turnover. C'est pas, moi, ce que je préfère regarder, c'est les départs volontaires et qui n'étaient pas anticipés. Tu vois, Ouais, donc ok. quand tu Mm. analyses vraiment tes populations, Ouais. le fait de nous, on a forcément un turnover important puisqu'on a beaucoup de croissance. Donc c'est pas parce que je vais recruter beaucoup que je vais forcément devoir me séparer de beaucoup de monde. Et aussi il y a du turnover interne, des personnes qui changent d'un poste, qui vont dans un autre en interne, et donc tu recrutes une nouvelle personne. Moi, la donnée qui m'intéresse le plus, c'est de savoir qui est parti et que je voulais pas qu'il parte. Ouais, ok. Les gens qu'on n'a pas réussi à retenir, la rétention C'est en ça, fait. Ouais, ok. la vraie rétention. Ouais. Ok. Bon, voilà pour le recrutement. On a fait à peu près le tour. Ouais. Après, les difficultés que tu as pu avoir, à la fois dues au fait que tu sois une femme, peut-être, ou Mhm. pas, j'en sais rien, je sais que de temps en temps on parle de ça, et que tu sois jeune manager. Ouais. Oui, c'est vrai que c'est sur la question. Je pense que c'est effectivement un peu moins facile, surtout d'avoir été jeune. Moi, c'est ça qui m'a le plus marqué. Genre, en fait, j'avais un peu honte de dire mon âge, ou alors je me disais si je dis mon âge, on va pas me prendre au sérieux. Et Ouais, c'était souvent le cas, d'ailleurs. ouais, Et encore plus d'être une jeune femme et étrangère, puisque j'étais française dans un environnement allemand. Maintenant, je j'aime pas trop me dire que les difficultés que j'ai pu rencontrer, c'était parce que j'étais une femme. Je me dis que c'est ok. plutôt parce que en fait, c'est plus l'environnement dans lequel on grandit en tant que femme qui fait qu'on a des endroits où on n'est pas sûr de nous, on a peut-être plus de peur, peut-être plus de manque de légitimité, ce Hmm. syndrome de l'imposteur qui est là Ouais, et qu'un homme n'aura pas. Maintenant aujourd'hui, moi je pense que j'ai que j'ai rien à envier à mes collègues masculins et au contraire. Donc je suis hyper fière de mon parcours. Maintenant, peut-être qu'une femme et encore non, je pense que la sensibilité, se peut se retrouver autant chez un homme que chez une femme. Et cette crainte parfois, tu vois, d'avoir mal géré, de gérer ta légitimité vis-à-vis des équipes, les états d'âme des uns des autres. Parfois toi-même dans ta vie perso ça va pas, et puis tu dois écouter les problèmes des autres, ça c'est dur. Parfois ça va pas chez toi, et puis ça va pas au boulot, et puis quand tu rentres tu emmènes les problèmes à la maison. Et moi, c'est plus là que j'ai rencontré des difficultés, c'est-à-dire avoir la confiance en moi nécessaire qu'un homme peut peut-être avoir de naissance et qu'une femme acquiert au cours de sa vie. Et voilà. Et après, aussi me dire que, en fait, c'est pas une honte d'avoir 30 ans et d'être à mon poste, c'est plutôt une fierté. ouais, carrément. Et tu vois, à une époque, je me disais, oh là là, non, mais on va jamais me prendre au sérieux. Et puis, on m'a déjà pas pris au sérieux, et ça m'arrive encore, hein, pas de problème. Mais je me dis que le problème, à ce moment-là, il est chez les autres, et il est pas forcément dans ce que je fais, sauf si, effectivement, j'ai pris des mauvaises décisions. Voilà, et c'est autre chose, mais ça n'a rien à voir avec mon âge Ouais. ou mon Et, genre. et puis, il faut être clair, moi je pense pas que ce soit les gens les plus sûrs d'eux qui prennent le plus de bonnes décisions. C'est Mm. juste que ils gèrent différemment leurs décisions. C'est clair. Je pense, tu vois, enfin je sais pas, moi je suis pas sûr de ce que je dis là. Hein, j'ai pas forcément l'impression que les mecs ils soient plus sûrs d'eux que les femmes. En tout cas, je trouve que c'est de moins en moins le cas.
ils expriment moins volontiers leurs doutes. Et le fait que, ouais, des fois ils prennent des mauvaises décisions, etc. Ça, je pense que les femmes, elles sont plus naturelles de ce côté-là. Ouais. Ouais. Et elles, voilà, elles travaillent plus sur ça que les hommes, je pense. Et puis aussi, je pense qu'encore dans beaucoup de boîtes, mais j'espère que ça disparaît, les mecs sont souvent meilleurs que les femmes pour gérer leur carrière, même au détriment de l'entreprise, tu vois. Mhm. Une Mais femme, en fait, ouais, mais ça fait partie d'un environnement qui fait, en fait, d'un environnement de société, hein, sociétal, qui fait que enfin, un homme qui va se mettre 1 an en congé paternité, est-ce que c'est vraiment ouais, accepté? ok, Une ouais, femme qui va avoir un enfant, enfin, tu vois, il y a toujours un peu cette réticence aussi de te dire, ah, c'est une femme, est-ce qu'elle va pas partir à un c'est moment, clair. là? Et je pense que tu vois ce côté le mec il va avoir un peu moins il va moins se remettre en question tout ça, mais il a aussi grandi dans un environnement où il avait moins à se remettre en question Ouais, c'est et clair. donc forcément il arrive peut-être plus facilement à se dire je trouve pas que ce soit un atout personnellement, parce que le fait de se remettre régulièrement en question c'est aussi une force Carrément. et ouais, c'est peut-être n'empêche que autant d'hommes que de femmes, enfin tu vois, c'est pareil que ce qu'on disait tout à l'heure, de pas faire de généralité, parce que il y a des hommes qui ont peu confiance en eux, il y a des femmes qui ont très confiance en elles, mais je Exact. trouve juste que la société fait que c'est peut-être plus difficile de d'arriver à ce niveau de confiance et de légitimité et de te dire qu'en fait oui, tu vaux autant que qu'un homme, et c'est pas parce que tu as des contraintes physiologiques qui parfois peuvent être inhérentes à ton genre Influencé. Mm. et influencer qui sont pourtant des freins à ta carrière et à ton Mm. développement. Moi voilà. Non, non, et puis je crois qu'il y a aussi l'aspect qu'une femme, elle est plus soucieuse de l'ensemble et de l'environnement euh, que, que, que d'elle-même. En tout cas, l'importance qu'elle accorde à l'équipe ou au groupe est peut-être plus importante qu'un homme qui, lui, va plus volontiers jouer sa carrière perso, quoi. Mais Ouais, je mais je pense, pense que ça vient beaucoup de l'éducation que tu reçois aussi, tu ouais, vois. c'est sûr. Ah bah, de toute façon, C'est c'est purement c'est évident. culturel. Et Mais peut-être je que crois les que ça hommes sont devient un moins atout. éduqués. Ouais, les hommes sont Ouais, peut-être moins éduqués à devoir faire attention aux imposé. autres, et Ouais. voilà. Je pense que ça vient de là, et je pense que c'est effectivement je t'ai coupé, mais ça rejoint. Je pense que ce que tu allais dire, c'est que ça devient un atout pour les femmes Ouais, maintenant c'est d'avoir clair. cette empathie là. Ouais. Et la confiance que tu peux mettre dans une personne qui va plutôt, pour un patron, euh, Mm. tu vas plus facilement. Et encore une fois, on généralise à mort parce que il y a des comportements qui sont absolument pas liés aux gens. Mais effectivement, je pense qu'il y a ce que tu dis, c'est-à-dire que un patron, il va plutôt être content d'avoir des collaborateurs qui pensent à la boîte plutôt qu'à leur petite carrière. On va le Tout dire à comme fait. ça. Alors après, il y a un autre sujet qui revient assez souvent, c'est l'évolution, je dirais, technologique qui a lieu dans les entreprises. Est-ce que tu as des choses à partager là-dessus? Bien sûr. Tu me parlais de gros volumes de recrutement et Ouais, puis des grosses équipes, tout ça. Moi, je suis une fan, très grande fan de tout ce qui est automatisation et intelligence artificielle, et en fait, ok. juste savoir utiliser la technologie pour simplifier les choses et pour garder du temps pour les choses qui sont vraiment impactantes et importantes. Et tu vois, on parlait de management, de carrière, tout ça. Une machine ne saura certainement, je pense, jamais prendre le relais sur de la gestion de conflits et sur des petites choses comme ça. Quand la machine peut envoyer des mails, rédiger des mails, faire du sourcing à ta place. Il y a beaucoup de nouvelles technologies, il y en a de plus en plus. Je les utilise évidemment pas toutes, mais je trouve que c'est important de l'intégrer dans son quotidien maintenant, dans ses gestions d'agenda, dans ses gestions de to-do list.
Savoir automatiser et être en amélioration continue des process que tu as dans ton entreprise, qui vont te permettre de gagner du temps sur ton quotidien pour t'occuper vraiment des gens. Ouais, je suis d'accord. Ouais. Tant que ça te permet de faire ça, je trouve que c'est super intéressant. Puis après, moi je pense que il y a un truc simple que l'intelligence artificielle n'aura jamais, c'est juste être un être humain qui a vécu des expériences d'être humain. Après, elle peut mimer, elle peut singer, etc. Mais toi, en tant qu'humain, tu as besoin de savoir que en face de toi, tu as quelqu'un d'humain. C'est ça. À partir du moment où tu es clair avec ça, ouais, l'IA, c'est un formidable outil, absolument formidable et incroyable, et qui va l'être de plus en plus. J'avais lu un truc que je trouvais intéressant, je sais plus qui disait ça, il disait, tu vas pas être remplacé par l'IA, mais tu seras peut-être remplacé par quelqu'un qui sait bien utiliser l'IA. Et je trouve que c'est assez vrai, en fait. C'est un accélérateur, c'est un facilitateur. Mais voilà, après, le management, enfin, tout ce qui est l'étude des comportements humains et la psychologie et la persuasion et la communication, etc. Si t'es bon là-dedans, moi, je pense que t'as pas trop de soucis à te faire, quoi. C'est clair. Ça te permet de gérer un plus gros volume et potentiellement de t'accompagner dans ta direction, mais ça te remplace pas. Je suis d'accord avec toi, oui. Ouf. Et est-ce que vous pratiquez beaucoup le travail à distance aussi? Oui, alors comme je te disais avant, on est un peu éclaté aux quatre coins de l'Europe, donc que ce soit via nos consultants ou dans nos bureaux, qui sont en France, en Suisse, en Espagne, en Allemagne. Moi, je manage toute mon équipe. C'est quand même un département d'une 20aine de personnes à distance. Ok. Ça a été... ouais, c'est pas forcément l'idéal, j'allais dire, dans un premier temps, mais je trouve que ça a beaucoup d'avantages. Ouais. Parce que ça met aussi des barrières. Ouais. C'est-à-dire que quand on est assis en face de son manager ou dans la même pièce, on a une question, on la pose tout de suite, on va pas aller chercher soi-même la réponse. Tandis que quand on est en télétravail, ou à distance, on a cet espace-là pour chercher d'abord et après déranger la personne entre guillemets pour aller trouver la solution. Il y a des plages horaires qui sont définies pour se parler. Ouais. Ça peut être une ou plusieurs fois par semaine. Et là où j'allais dire l'élément qui fait toujours un peu peur, c'est la convivialité, parce que c'est vrai que tu peux pas aller boire un verre après le boulot, tu peux pas manger ensemble le midi. Mais moi j'aime bien quand on dit tu peux pas trouver un moyen de pouvoir. Okay. Et au final il y a des éléments assez simple, tu peux t'organiser un lunch virtuel avec des personnes. T'as des environnements virtuels qui te permettent même d'aller te balader dans un bureau qui est complètement gamifié. Je pense à Refty par exemple, qui fait aussi Refty, ouais, je connais pas ça. REFTY. C'est aussi une plateforme qui te permet d'avoir des invités. Par exemple, si tu veux créer une conférence en ligne, tu peux être un petit avatar et puis te balader dans le truc et puis aller quand tu te rencontres un autre avatar, t'as ta fenêtre avec ta vidéo qui se pop. Donc t'as vraiment c'est limite plus sympa qu'en vrai. Et puis il y a beaucoup de gens qui sont encore une fois pas à l'aise toujours en vrai et qui le sont beaucoup derrière leur ordinateur. Ouais. Et tu vois, nous, une fois par mois, on organise un meeting qui s'appelle le Beer and Cheer. C'est que en fait tout le monde prend son petit verre, peut-être une bière, un coca, peu importe, au goût de chacun. Et soit de se retrouver dans les bureaux pour ceux qui sont sur place, soit de se connecter en virtuel. Et du coup, t'as un mix de virtuel et de réel. Et puis c'est sympa, tu célèbres les victoires du mois, tout le monde est aligné sur les messages. Je trouve que c'est quand même essentiel de garder du lien écrit Ouais. évidemment par tous les outils de chat, mais aussi
oraux par tout ce qu'on est meetings en ligne, mais aussi par des meetings globaux avec l'ensemble des équipes. Ça remplacera jamais quand même, je pense, un contact humain, et il faut y aller aussi régulièrement ou faire venir les gens, et le fait de se déplacer, ça te fait aussi sortir de ton environnement et voir ce qui se passe ailleurs, et c'est super. En fait, ce que tu décris, c'est ce qu'on disait à propos de compartimenter son management. En fait, c'est vrai que le travail à distance, ça permet ça rend plus facile un truc qui est de compartimenter notre management. C'est-à-dire de dire, on fait des 1 à 1, on fait des réunions, ça c'est du management. Puis le reste du temps, on bosse. Ensemble ou tout seul, mais on bosse. Alors que dans la vraie vie, on a tendance à faire ce qu'on pourrait appeler du management diffus. C'est-à-dire, je fais un peu de management à la machine à café, mais en fait, finalement, j'accorde beaucoup plus de temps à Jean-Pierre parce qu'il est sympa, et j'oublie complètement Marie-Pierre parce que voilà. Alors que il y a effectivement cet aspect-là. Et un autre truc, l'équipe outil du manager, elle est complètement éclatée. On se rencontre jamais, ça marche très bien. Et mes autres boîtes, on fait peu de télétravail. C'est un peu sur le même lieu et ça marche très bien aussi. Donc, je suis assez d'accord avec toi. Pour moi, c'est un peu comme l'IA. C'est un plus en fait finalement. Faut que ce soit un plus le fait de pouvoir travailler à distance. Et puis en termes de recrutement, pour toi, ça doit être génial. Ouais, c'est clair. Et puis après, tu vois, moi, j'ai aussi beaucoup de managers dans mon équipe qui me disent si j'ai pas mes 2 jours ou 3 jours de télétravail dans la semaine, j'avance pas. Ouais. Et c'est vrai que ça te permet de compartimentage, tu t'isoles, t'es pendant la pause déj, c'est tout. T'es pas accessible, pendant la pause déj, tu parles pas de boulot, donc tu prends un peu de soin de toi aussi. Quand tu veux avoir du temps de travail individuel, tu es en temps de travail individuel, et puis t'as pas quelqu'un qui va venir te taper sur l'épaule pour te poser une question, etc. Donc il y a un côté très bénéfique en tant que manager, je trouve, à être à distance aussi. Après, il faut avoir l'environnement de travail chez soi qui permette de faire ça, parce que si t'as des gamins, ça marche pas non plus, quoi. Ok, super. Est-ce qu'on a fait le tour? Bah écoute, ouais, je pense, Alors, je pense qu'on fait le tour. Ouais, j'aime bien finir en te demandant des trucs activables. Enfin, tu vois, allez, tes conseils, tes outils ou tes conseils pour les managers. J'aime bien finir par ça. Je le mets à la fin parce que comme ça, les gens ils restent jusqu'au bout. Parce que c'est un peu le bonus, tu vois, à la fin. Donc, il faut pas que tu les déçoives. T'as donné 2 trucs que j'ai notés. Peut-être t'en as d'autres, mais le premier, c'était Google X-Ray. Tu vois, si tu connais pas ce truc-là. Donc, c'est ce qui permet de chercher sur le web des choses, mais en mettant des, comment on pourrait appeler ça, des filtres. C'est ça, pour faciliter la recherche de quoi que ce soit sur le web. T'as parlé du beer and cheer. Donc, le beer and cheer, c'est une réunion conviviale, mais c'est boulot quand même. Ouais, c'est boulot, ouais. Ok. Pour encourager transparence et optimisme à distance. Est-ce que tu as d'autres conseils majeurs à donner aux managers? Oui, on en a parlé plusieurs fois, mais tu vois, on parlait de tout ce qui est des personnes qui pouvaient être aussi réfractaires au changement, qui aiment rester dans leur zone de confort. Moi, je pense que c'est important d'encourager les personnes à sortir de leur zone de confort et de pas avoir peur de leur dire c'est pas grave si tu te plantes, t'as le droit, et on n'est pas des chirurgiens, donc il y a pas vraiment de gros tant que tu plantes pas la boîte, grosse bêtises. Moi, j'essaie de faire tous les jours un truc nouveau pour m'apprendre à sortir de ma zone de confort. J'ai un petit carnet dans lequel j'écris tous les jours quelque chose que j'avais jamais fait avant. Pas mal. Et c'est des petites choses. Parfois, c'est juste emprunter un nouveau chemin, goûter un nouveau quelque chose de nouveau que j'avais jamais goûté, un voyage, je sais pas, une nouvelle voiture, quelque chose dans lequel je me suis assise. Enfin, je sais pas. Et j'aime bien faire ça parce que je trouve que ça. La philosophie derrière, c'est de se dire que chaque jour, on est un petit peu plus loin parce qu'on a fait le jour d'avant quelque chose qu'on n'avait jamais fait avant, et le jour d'après, on peut plus le dire. Et du coup, ça permet de décupler aussi ces expériences, et donc
son ouverture aux autres pour mieux les comprendre et mieux savoir se gérer. Donc voilà, ça peut être aussi des activités sportives, des choses comme ça peut être absolument tout. Donc c'est quelque chose que je fais depuis 3 ans et qui me force vraiment à me dire je remprunte pas le même chemin que j'ai l'habitude d'emprunter parce que il y a d'autres moyens d'y arriver. Donc aujourd'hui, je parle sur un podcast. Voilà, aujourd'hui c'est je parle sur un podcast, exactement. C'est quand même cocher la case. Ça me fait penser aux stoïques, tu sais. Moi, j'avais un truc, j'ai entendu il y a pas longtemps. C'était un Américain qui disait ça, mais c'était à propos c'est un mec qui est branché stoïcisme, et il disait every day do something challenging, c'est-à-dire fais quelque chose alors c'est pas de nouveau, mais c'est de challengeant tous les jours. Et ça, je trouve ça super. C'est-à-dire, c'est ça, sortir de sa zone de confort, c'est faire un truc qui te demande un effort quand même, par rapport à d'habitude. Ok. Je prends. C'est très facile de tomber dans sa zone de confort, mais bon, il faut se forcer à en sortir et il y a que du bon derrière et il y a que des opportunités qui se créent. Moi, je l'ai vu dans mon parcours aussi et il faut accueillir les opportunités aussi. Et après, je pense que pour tout manager, c'est hyper important pour pouvoir inspirer les autres d'être inspirant et de s'inspirer soi-même. Ouais. Et donc de pas justement rester dans sa zone de confort de connaissances et de ce qu'on a pu voir à l'école ou de ce qu'on a appris dans notre onboarding, voilà. Moi, je suis une fan inconditionnelle des newsletters et des podcasts que j'écoute d'habitude. Et il y en a un que j'adore sur le recrutement qui est sur le marché du travail en général qui s'appelle Allo Mora. Qui a été récemment lancé, qui me permet de faire de la veille. Et je trouve que la veille, de toute manière, que ce soit dans le recrutement, les RH ou tout département ou même en général, suivre les actualités, c'est hyper important. Allo Omora. Ouais. C'est en français ou ALOHOMORA. Et le podcast est francophone ou il est Alors c'est une newsletter, c'est francophone. Une newsletter. Ah d'accord, pardon. Ouais, c'est une newsletter et il me semble qu'il va y avoir un podcast bientôt. D'accord. Et il y a un autre podcast que j'aime beaucoup qui s'appelle Innovation Leaders, qui parle donc de l'entrepreneuriat et c'est Geoffrey, notre CEO, qui est au micro de ce podcast, qui interroge beaucoup de personnes qui ont monté des startups, qui ont rencontré des difficultés et elles sont toutes très inspirantes parce que c'est des personnes qui ont des parcours évidemment exceptionnels. Voilà, et après moi je conseille, je trouve que l'organisation c'est le nerf de la guerre, donc savoir s'aligner sur comment on gère son agenda, comment on lit l'agenda de l'autre, pour prévoir des plages horaires où avant ce meeting je veux pas de meeting, après ce meeting je veux un temps pour moi. Et surtout, garder du temps pour soi, évidemment. Moi, j'ai des plages horaires dans lesquelles je suis en ne pas déranger. J'ai pas de Teams. J'ai rien qui vient me déranger. Je travaille toute seule. Et ça permet aussi comme je disais tout à l'heure, aux équipes de se dire là, je suis livrée à moi-même. Ouais. Et du coup, l'absence, le management par l'absence, c'est aussi pas mal. Ouais. C'est-à-dire que moi, il y a un truc que j'adore, c'est dire en fait, si tu veux savoir si t'es un bon manager, ça se mesure quand t'es pas là, pas quand t'es là. Ton équipe, si elle arrive, tu vois, moi j'ai un exemple qui vient tout de suite là quand tu me dis ça, c'est que pour nous le Black Friday, on enregistre ça, on est le 29 novembre, donc on vient de faire le Black Friday, et pour nous c'est une période où on vend beaucoup de formations parce qu'on a une période comme ça où on ouvre le catalogue et c'est pas cher. Et Adélie, qui est mon bras droit, est tombée malade, et moi j'étais pas présent, moi je travaille pas le lundi et le mardi. Et du coup, on a vu notre équipe se débrouiller et ils ont été géniaux, quoi. Et pour moi, c'est comme ça que je mesure que Adélie est un bon manager. Non seulement l'équipe est bonne, mais en plus, tu vois, sans que ils ont pris le relais directement parce que le début se passait pas très bien et ils ont revu le process, ils ont arrangé les choses différemment et ils ont sauvé le Black Friday, quoi. Et donc
c'est ça, hein, une équipe, tu sais si elle est bien managée, c'est quand t'es pas là. Parce que quand t'es là, forcément, tout se passe bien en général. Et peut-être ils font les choses d'une manière différente que tu l'aurais faite, mais c'est le Ouais, résultat qui compte. Et peut-être à que fond. toi, si tu peux t'inspirer la prochaine fois et l'utiliser dans ton petit carnet des premières fois. Exactement, exactement. Du coup, tu peux l'intégrer après dans tes processus et dans tes bonnes pratiques. Il y a que le résultat qui compte tant qu'on respecte les valeurs. Voilà, C'est c'est ça. ça. C'est ça. Et puis l'autre truc que je trouve bien là, quand tu dis avoir du temps pour soi, je pense aussi qu'un manager en particulier, il a besoin de temps pour lui ou pour elle, parce que on l'a dit avant, sa reconnaissance, elle doit aussi venir de lui. Donc je pense que c'est vraiment important quand on est un manager de régulièrement s'arrêter, de regarder ce qu'on a réalisé avec son équipe pour se faire du bien et se dire ouais, je me suis amélioré là-dessus, etc. Parce que si tu t'arrêtes pas pour faire ça, en fait, il y a un moment, tu perds ton jus, tu sais plus pourquoi tu bosses, en fait, finalement, je trouve. Et pour t'améliorer sur tes pratiques, il faut que tu prennes le temps de prendre du recul sur tes Ouais, décisions, sur tes comportements. Et moi, j'ai un temps le vendredi après-midi, c'est mon temps de réflexion personnelle. Et ça me permet de penser ou de chercher aussi des choses qui vont inspirer mes équipes, de penser aux directions que je veux prendre, aux décisions que j'ai prises, aux comportements que j'ai eus, et de me remettre en question sur cela pour pouvoir après derrière constater potentiellement une régression ou une progression. Mais ouais, c'est hyper important, même si mon agenda est déjà bien blindé, je ne déroge pas à ce temps-là et on m'appelle pas et on sait qu'on ne peut pas me déranger à ce moment-là. Voilà. puis comme tu t'es arrêté, que tu as réfléchi, en fait, tu seras beaucoup plus efficace ensuite parce que tu vas pas te paumer dans des détails, etc. Tu iras à l'essentiel, tu vas trouver les meilleurs leviers. Donc finalement, cette demi-journée que tu consommes, c'est pas de la conso, c'est de l'investissement. Parce que tu C'est vas la clair. Et après, récupérer fois 10, quoi. Donc, c'est et ça clair. m'arrive même de regarder enfin souvent d'ailleurs, toujours même, je regarde déjà la semaine prochaine de mon Ouais, agenda et je me dis, oh non, ce meeting, ça sert à rien, hop, je l'enlève, ou alors peut-être qu'on peut combiner deux et ça me fait aussi gagner du temps. Il y a des trucs qu'on planifie des mois à l'avance finalement qui ont plus de sens et donc plutôt que de l'avoir dans l'agenda, c'est planifié donc on le fait, bah finalement. j'avais fait une vidéo sur la chaîne YouTube qui s'appelle, je crois, Gère ton temps avec un shotgun. Et l'idée, c'était ça, c'est le vendredi, en fait, ou le dimanche, tu prends ton agenda de la semaine prochaine et tu sors ton shotgun et tu dégommes tous les rendez-vous que tu as pris sans réfléchir et qu'en fait, qui sont pas utiles, quoi. Et là, C'est en ça. général, ça fait un bien fou. Tu te retrouves, tu aères ta semaine et elle est beaucoup plus efficace, quoi, la semaine suivante. Clairement. Et bah Hélène, c'était super. Merci infiniment. Je suis sûr que les auditeurs vont trouver plein de pépites, plein de trucs intéressants à adopter dans leur fonctionnement. Et puis voilà, je suis content d'avoir fait ta connaissance, celle Merci. de ta boîte aussi. Et puis tu me diras ce qu'il faut qu'on mette en descriptif du podcast si on veut prendre contact avec toi et peut-être faire partie de ton vivier de candidats potentiels. Tu nous donneras tout ça et puis on Avec plaisir. transmettra. Merci Merci infiniment. pour tout. À bientôt. Merci à toi. Salut. Salut.